Manu. Manu? Salut la compagnie. Désolé, j'étais en train de goûter à ma ration quotidienne de manne. Vous savez, la manne, cette nourriture tombée du ciel que les Hébreux mangeaient après la sortie d'Égypte et que les Juifs commémorent jusqu'à la fête de Shavuot, dont est issue la fête de la Pentecôte. Ça ne vous dit rien? Bon, passons. Où en étais-je? Ah oui, vous ne trouvez pas que tout est devenu beaucoup trop compliqué, que ce soit dans nos vies au quotidien, dans les domaines scientifiques ou culturels, et bien sûr dans le monde du travail, on ne cesse de nous promettre qu'on va nous simplifier la vie, et plus le temps passe, plus c'est compliqué. Allez, dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi la complexité du monde moderne remonte au néolithique, quel rapport cela a avec la manne et la fête de la Pentecôte, et surtout, comme toujours, ce que cela implique concrètement pour votre entreprise. A tout de suite. Bonjour, je suis Emmanuel Fergan et depuis 2014, soit depuis près de 8 ans maintenant, je développe une solution conçue pour faciliter la coopération entre les entreprises. Depuis 2018, j'ai échangé en vain avec des centaines de dirigeants et de dirigeantes de grandes entreprises françaises en leur expliquant que l'inertie, la bureaucratie, la démotivation étaient directement liées à la centralisation de leur processus de gestion. Et pourtant, malgré tous mes efforts, aucune grande entreprise française n'a été capable de même tester cette nouvelle approche. Qu'est-ce qui bloque? Globalement, l'incapacité des grandes organisations à s'ouvrir à l'extérieur. Car l'ouverture de l'entreprise, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un sujet interdisciplinaire qui implique les directions financières, juridiques, achats, transformation, sans oublier les directions opérationnelles, à tel point que même les PDG sont dépassés par l'ampleur du sujet. Et c'est parce que j'étais confronté à un tel blocage que j'ai décidé en 2020, en plein confinement, de me tourner vers le grand public pour expliquer l'immense enjeu de la coopération et de la fluidification des échanges interentreprises. Cette démarche de vulgarisation a d'abord porté sur l'informatique, le droit, la gestion, domaines que je connaissais bien pour les pratiquer depuis plus de 20 ans. Mais petit à petit, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi à la linguistique et à l'anthropologie, sans jamais perdre de vue mon objectif premier, libérer le potentiel des organisations par la coopération. Jusqu'à ce qu'un jour d'automne 2021, je découvre dans un moment de révélation que le langage de la coopération et de la contractualisation plonge en fait ses racines au plus profond de l'histoire de notre espèce, découverte dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Allez, au boulot. Bon, si tout est aujourd'hui si complexe, c'est parce que nous vivons dans un monde de 8 milliards d'êtres humains intégrés au sein d'une économie globale interconnectée. Des centaines de millions d'entreprises proposent des milliards de biens et services. Des millions de scientifiques travaillent sur leurs articles et leurs domaines de recherche. Des millions d'artistes et d'inventeurs inventent chaque jour de nouvelles formes et de nouvelles idées. Et c'est ce foisonnement qui est à l'origine de cette explosion de la complexité dont chacun de nous fait l'expérience au quotidien. En gros, si tout est complexe, c'est parce que la Terre n'a jamais été aussi peuplée et parce que les hommes n'ont jamais été aussi interconnectés. Et pour comprendre l'origine de cette complexité, il faut donc remonter à l'origine de cette interconnexion et de cette explosion démographique, j'ai nommé le néolithique. Ce moment dans l'histoire où vont se former toutes les institutions dans lesquelles baigne aujourd'hui la quasi-totalité de la population mondiale, comme la famille, l'argent, la religion et bien d'autres. Car oui, si le monde d'aujourd'hui est si complexe, c'est parce qu'il y a environ 10 000 ans, nos ancêtres ont progressivement abandonné le mode de vie qui avait été le leur pendant des centaines de milliers d'années et qui était fondé sur la mobilité, pour lui préférer un mode de vie sédentaire fondé sur l'agriculture et l'élevage. Cette décision est à l'origine de cette explosion démographique dont je vous parlais il y a un instant. N'étant plus contrainte par un mode de vie mobile et disposant d'une alimentation moins fluctuante et plus adaptée à la nutrition infantile que sont le lait et les céréales, les femmes du néolithique vont pouvoir faire plus d'enfants et mieux les nourrir. Et cela va faire exploser la population mondiale qui va passer de 4 millions d'habitants 9000 ans avant notre ère à environ 200 millions au début de notre ère, soit une multiplication par 50 de la population mondiale en à peine 9000 ans, alors qu'elle avait été globalement stable pendant des centaines de milliers d'années auparavant. L'autre aspect du néolithique, c'est son enrichissement matériel et son foisonnement culturel sans précédent. Tout d'un coup, certains hommes et certaines femmes, les riches, les rois, les prêtres, les propriétaires, vont se mettre à consacrer leur temps libre à produire du contenu culturel, des symboles et des rituels, chacun avec une idéologie qui lui est propre, un peu comme je le fais moi-même avec la coopération depuis des années. Et hop,
ce pion violet devient mauve, et petit à petit, progressivement, des centaines, des milliers de communautés structurées vont produire leur propre culture et fragmenter une culture qui avait été auparavant beaucoup plus frustre, mais aussi beaucoup plus homogène. Très vite, ce foisonnement culturel va être rendu beaucoup plus complexe encore par un deuxième phénomène, la différenciation. Cette idée, on la doit à Marcel Mauss, le père de l'anthropologie française, et son concept de civilisation, récemment remis au goût du jour par David Graeber, le célèbre anthropologue américain récemment disparu. Marcel Mauss fut le premier à penser de façon contre-intuitive que dans les temps anciens, les hommes étaient bien plus mobiles qu'aujourd'hui, alors que nous disposons pourtant de moyens de transport bien plus performants que nos jambes et nos pieds. Et cette mobilité permettait aux cultures de se diffuser naturellement à l'échelle de continents entiers. Et la vraie question, ce n'était donc pas de comprendre pourquoi tel ou trait culturel se retrouvait aux quatre coins du globe, mais plutôt, au contraire, pourquoi certains traits culturels ne l'étaient pas. Marcel Mauss va y répondre en émettant l'hypothèse que les cultures se construisent essentiellement par opposition les unes avec les autres, en acceptant certaines innovations et en refusant d'autres. Tiens, voilà, ce pion qui était mauve devient bleu clair par opposition au mauve, et ce pion qui était mauve aussi devient rouge par opposition. L'exemple d'école de ce phénomène, commenté en long, en large et en travers par tous les anthropologues du monde entier, c'est celui qui oppose la culture dite du gras des Indiens du nord-ouest américain avec la culture que l'on pourrait qualifier de maigre des Indiens du fleuve Klamath en Californie. Dans leur ouvrage The Dawn of Everything, David Graeber et David Wengrow ont montré comment ces deux civilisations s'opposaient l'une à l'autre. Le mode de vie des Indiens du nord-ouest américain reposait sur l'exploitation intensive du saumon, la pratique de l'esclavage et la culture du potlatch, ces fêtes de la graisse durant laquelle les Indiens s'enduisaient de graisse de saumon. Alors que le mode de vie de leurs voisins de Californie, qui ne disposaient pas, eux, de cette manne providentielle qu'étaient les saumons, reposait sur une éthique du travail et sur une culture beaucoup plus égalitaire, refusant toute forme d'esclavage. Et au néolithique, cette fragmentation culturelle va être en outre amplifiée par l'invention de techniques de stockage de l'information toujours plus performantes. Au début, de simples rayures sur des os et des pierres, pour arriver à l'écriture, jusqu'à nos technologies de l'information moderne. Et ce stockage de l'information va permettre aux concepts et aux idées de se conserver, de s'affiner, aux langues de se structurer, et aux mythes de foisonner encore plus que lorsque l'information se transmettait uniquement par oral. Jusqu'à ce que cette évolution aboutisse à des civilisations toutes distinctes et opposées les unes aux autres. Difficile d'imaginer que ces pions jaunes, rouges, bleus, verts proviennent tous d'un même pion violet, non ? Pour résumer, si le néolithique est à l'origine de l'extrême complexité du monde moderne, c'est parce qu'il a été le déclencheur d'un boom démographique et d'un accroissement massif de la production culturelle qui a été en outre amplifiée par le phénomène de différenciation et par le stockage de l'information. Pourtant, et cela va peut-être vous étonner, cette révolution néolithique n'avait rien d'inévitable. Cette idée, on la doit à Marshall Salins, qui, le premier, dès 1972, a remis en cause l'idée communément admise que la sédentarisation, l'agriculture et l'élevage constituaient des modes de production naturellement supérieurs à la chasse et à la cueillette. Marshall Salins a en effet constaté que les chasseurs-cueilleurs ne manquaient en fait de rien et qu'ils vivaient une vie plutôt heureuse et confortable, ne passant que 2 à 4 heures par jour pour subvenir à leurs besoins, bien loin donc de nos 8 à 9 heures passées chaque jour à travailler, sans parler des 2 à 3 heures quotidiennes passées sur les tâches domestiques. Et ceci nous permet de penser qu'avant la révolution néolithique, nos ancêtres avaient beaucoup de temps loisir, des sources d'approvisionnement plutôt diversifiées et une espérance de vie raisonnable. Contrairement aux premiers agriculteurs qui avaient eu une santé bien plus fragile, à la fois parce que leur régime alimentaire était moins diversifié, leurs dents étaient par exemple ravagées de caries, et parce qu'à la différence des chasseurs-cueilleurs qui n'avaient pas à se soucier de leurs excréments, les premiers agriculteurs, eux,
vivaient littéralement dans la merde. Sans parler des lourds efforts qu'ils devaient déployer pour protéger leurs récoltes contre les insectes, les mauvaises herbes, les intempéries ou les agressions extérieures. Bref, vu sous cet angle, la révolution néolithique semble bien loin d'avoir été une bonne affaire pour les premiers agriculteurs. Dans ces conditions, comment expliquer que quasiment toute l'humanité ait quand même adopté ce mode de vie néolithique ? La solution à cette énigme, c'est que la révolution néolithique ne commence pas avec l'agriculture ou avec l'élevage, mais avec le stockage de la nourriture. Car il suffit que des chasseurs-cueilleurs commencent à stocker leur surplus saisonnier pour que l'engrenage infernal de l'agriculture se mette en route. C'est ce qu'a magnifiquement décrit Kim Steremny dans son ouvrage The Pleistocene Social Contract. En gros, l'idée c'est que dès qu'on commence à stocker, on bouge nécessairement moins. Et on doit se soucier de la sécurité du point de stockage contre les agressions et les intempéries. Ensuite, stocker suppose aussi de pouvoir planifier les cycles saisonniers. Et enfin, les techniques permettant de traiter et stocker la nourriture sont globalement identiques, que cette nourriture provienne de la chasse et de la cueillette, ou bien de l'agriculture et de l'élevage. Dans ces conditions, l'évolution du stockage à l'agriculture et à l'élevage se fait naturellement, de façon incrémentale et progressive, quasi inconsciemment. Enfin, pas si inconsciemment que ça, justement. Les premiers agriculteurs percevaient en effet très bien la nature irréversible de cette évolution qui les rendait de plus en plus dépendants de leurs terres et leur faisait perdre petit à petit ces savoir-faire et ces savoir-vivre de ces chasseurs-cueilleurs qu'avaient été leurs ancêtres. Cette perception de dépendance explique que pendant des siècles, l'agriculture fut d'abord pratiquée de façon saisonnière. Les groupes humains alternaient entre une saison agricole, durant laquelle ils se regroupaient dans de grandes communautés à des endroits particulièrement fertiles, et une saison durant laquelle ces grandes communautés se séparaient en petits groupes pour reprendre un mode de vie de chasseurs-cueilleurs. Et cette alternance leur permettait justement de ne pas perdre ces savoir-faire et savoir-vivre archaïques. L'autre gros problème que percevaient aussi très bien nos ancêtres, c'est que ce mode de vie néolithique générait des inégalités sociales inédites, fortement déstabilisatrices. Pendant des centaines de milliers d'années, en effet, les hommes ne pouvaient quasiment rien emporter avec eux puisqu'ils étaient toujours en mouvement. Et ce mode de vie nomade était donc, par la force des choses, bien plus égalitaire. Avec la sédentarisation, au contraire, les biens matériels vont pouvoir commencer à être accumulés par certains, ce qui va générer des inégalités au sein des groupes humains. Et cela va fortement déstabiliser les institutions et les modes de régulation des conflits qui avaient été patiemment élaborés au Paléolithique pour éviter que ces conflits et ces désaccords ne dégénèrent en meurtres généralisés. Et c'est parce qu'ils avaient conscience de cette irréversibilité et de cette instabilité sociale latente que certains groupes humains ont refusé, pendant des millénaires, d'adopter ce mode de vie néolithique en conservant une économie basée sur la consommation immédiate et en refusant toute forme d'investissement et de projection dans le futur, comme par exemple les Hadza, cette tribu de chasseurs-cueilleurs dans la Rift Valley, le berceau d'Homo sapiens en Afrique de l'Est. Un autre exemple de cette ambivalence vis-à-vis de la révolution néolithique, c'est Çatalhöyük, ce site archéologique turc qui regroupait plusieurs milliers de personnes dans des maisons au 7e millénaire avant notre ère, soit plusieurs millénaires avant les premières cités de Mésopotamie. Dans les années 60, on pensait que cette première forme de sédentarisation allait de pair avec la mode de vie néolithique basée sur l'agriculture et l'élevage. On y avait en effet trouvé des traces de culture de céréales, d'élevage de moutons et de chèvres. Et puis surtout, il y avait ces fameux crânes de bovidés encastrés dans les murs des sanctuaires et des maisons. Mais on s'est aperçu que la domestication du bétail avait en fait eu lieu 1000 ans auparavant dans la Mésopotamie voisine, et surtout que Çatalhöyük ne recelait aucune trace de domestication de bovins, ce qui remettait en cause cette explication d'une célébration du mode de vie néolithique. Pour David Graeber et David Wengrow, si à Çatalhöyük les hommes vivaient entourés de ces crânes de bovins, c'est justement par opposition avec la culture de la Mésopotamie voisine où se pratiquait l'agriculture et l'élevage, et pour se souvenir de ces temps anciens où l'homme chassait ces animaux rapides, puissants et impressionnants. Cette ambivalence vis-à-vis de la révolution néolithique
On en retrouve en fait des traces dans quasiment tous les grands textes de l'Antiquité. À commencer par l'Ancien Testament, bien que ce texte soit d'une certaine manière l'histoire d'un peuple qui a plutôt embrassé la révolution néolithique et son enrichissement matériel à l'image des civilisations de l'Égypte antique et de la Mésopotamie. L'Ancien Testament, la Torah, ne perçoit en effet pas négativement la richesse et l'accumulation, bien au contraire. Que ce soit les troupeaux des patriarches, les talents de Joseph pour l'économie, la sortie d'Égypte avec ses nombreux cadeaux donnés par les Égyptiens, la conquête de Canaan, cette terre où coule le lait et le miel, la construction du tabernacle en or, argent, métaux précieux, sans parler de ces hécatombes de bétail qui partaient tous les jours en fumée au temple. La richesse agricole et matérielle est plutôt valorisée par la Torah, qui tente en revanche de gérer les tensions inhérentes à la captation inégalitaire de cette abondance. Il reste pourtant une trace magnifique de cette méfiance originelle envers le stockage que je vous évoquais en vous parlant de cette tribu des chasseurs-cueilleurs, les Hadza, il y a quelques instants. Elle se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, verset 19, lorsque le peuple hébreu qui vient de sortir d'Égypte commence à se plaindre de la faim auprès de Moïse. Dieu annonce alors à Moïse qu'il va envoyer une nourriture tombant du ciel, la manne. Mais attention, Dieu insiste pour que personne ne stocke ou ne conserve cette manne quotidienne, qui devra donc être de nouveau récoltée chaque jour. Je vais vous lire ce verset, il est édifiant. Qui en avait beaucoup n'en avait pas trop, qui en avait peu n'en manquait pas. Chacun cueillait selon ses besoins, et Moïse leur dit, n'en accumulez pas. Nous sommes là dans un souvenir du Paléolithique, avant cette étape clé du stockage, lorsque les hommes vivaient de la cueillette et firent longtemps le choix conscient de ne pas stocker pour conserver leur mobilité. Tiens, en passant, pour ceux qui ont vu mon avant-dernière vidéo, vous savez quel mot utilise la Torah pour désigner la manne dans ce passage? Lechem. Ce mot qui en hébreu veut dire le pain, en arabe la viande, et qui ici veut dire la nourriture, tout simplement. En passant toujours, quel mot la Torah utilise pour désigner accumuler dans ce verset? Yeter. Et oui, encore ces fameux sons Ta'era qu'on retrouve dans Bérit et Bétar, qui signifie alliance et partie, dont je vous parlais dans mon avant-dernière vidéo. Et quelles consonnes retrouve-t-on dans le mot Torah? Encore ces fameux sons Ta'era. Étonnant, non? On y reviendra bientôt. Mais pour revenir à cette cueillette quotidienne de la manne qui ne devait pas être stockée, il faut savoir que les Juifs en gardent le souvenir en procédant à un décompte quotidien, le Homer, pendant une période de 7 semaines, soit 49 jours après Pâques. Et cette période du Homer s'achève avec la fête de Shavuot, qui en hébreu veut dire les semaines, et qui est à l'origine de la fête chrétienne de la Pentecôte, qui signifie en grec le 50e. Shavuot, c'est plusieurs fêtes en une. C'est d'abord la fête de la récolte et de la moisson, Chag HaKatsir en hébreu. Mais c'est aussi Chag HaBikurim, la fête des prémices, durant laquelle, au premier millénaire avant notre ère, le peuple d'Israël apportait chaque année au temple les premières récoltes, en écho au souvenir archaïque des premiers temps de l'agriculture, lorsqu'elle était encore une pratique collective, intermittente et saisonnière, et que la récolte était stockée dans ces lieux de stockage collectifs qui n'étaient pas encore des temples. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo intitulée « Bonne forme, angoisse et rituel », les temples constituent d'ailleurs un bel exemple d'institutions qui trouvent leur origine dans des pratiques de coopération humaine et qui ont progressivement pris un caractère sacré. Car oui, avant d'être des lieux de culte, les temples furent d'abord des lieux de stockage collectif et de traitement de la nourriture, comme par exemple les céréales qui étaient transformées en pain ou en bière. Enfin, bien sûr, Shavuot, c'est aussi Chag Matan Torah, la fête du don de la Torah, de la loi. Cet antidote aux tensions sociales inhérentes aux inégalités produites par l'accumulation et le stockage. Et vous avez à présent compris où je veux en venir, j'imagine, parce qu'elle commémore ces deux inventions majeures que furent l'agriculture et la loi. Shavuot, c'est en quelque sorte la fête de la révolution néolithique. Ah oui, j'oubliais. Une coutume à Shavuot qui remonte au moins au début de notre ère est de manger des produits laitiers. Et oui, le néolithique, ça n'est pas que l'agriculture et les céréales, c'est aussi l'élevage et le lait. Comment? Ça vous dérange toutes ces références à la Torah? Ça fait un peu trop anthropologie juive? Vous préférez qu'on aille dans le Nouveau Testament? Pas de problème, je vous comprends.
Les Actes des Apôtres nous enseignent qu'à la Pentecôte, c'est-à-dire à Shavuot, les premiers disciples du Christ, qui étaient au nombre de 120, s'étaient réunis et, je vous lis, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors là, j'en suis sûr, vous allez me dire, quel rapport avec la révolution néolithique? Mais vous avez déjà oublié mes travaux manuels au début de cette vidéo. Rappelez-vous, la révolution néolithique, ça n'est pas qu'une explosion démographique permise par l'agriculture et l'élevage, c'est aussi la fragmentation culturelle et donc linguistique. D'où cet épisode des langues de feu qui se séparent et ce phénomène de glossolalie durant laquelle les 120 disciples se mettent à parler en d'autres langues. Comment? Encore cet arrière-goût d'anthropologie juive? Décidément. Allons à présent dans le Coran. Contrairement à l'Ancien Testament, qui semble plutôt la valoriser, le Coran est lui beaucoup plus critique envers l'accumulation. Comme par exemple dans la sourate d'Araf, au verset 48, qui promet l'enfer à ceux qui s'enorgueillissent des biens matériels qu'ils accumulent. Ou dans celle du voyage nocturne, au verset 26, qui condamne le gaspillage et les dons trop dispendieux, avec cette conscience que ces dons alimentent un cercle vicieux et une surenchère de contre-dons qui enclenche une dynamique collective d'accumulation de biens matériels. Mais le plus intéressant, c'est que le Coran, dans la sourate Yunus, est parfaitement conscient de cette dynamique de fragmentation culturelle entraînée par le stockage. Le Coran utilise le terme de khalifoun, que l'on traduit par divergence, et dont l'équivalent en hébreu est khalaf, qui signifie transformation. Cette divergence est tout d'abord évoquée au verset 19, qui dit « Les gens ne formaient à l'origine qu'une communauté, puis ils divergèrent. » La divergence, c'est véritablement ce phénomène que je vous exposais il y a quelques minutes, qui voit se fragmenter la culture humaine au néolithique. Vers la fin de cette sourate, au verset 93, le Coran va encore plus loin dans l'explication de l'origine de cette divergence, en la rapprochant de la nourriture et de la connaissance qui furent bouleversées au néolithique. Je vous lis ce verset parce qu'il est édifiant. « Certes, nous avons établi les enfants d'Israël dans un endroit honorable, et leur avons attribué comme nourriture de bons aliments. Par la suite, ils n'ont divergé que lorsque leur vint la science. » Quelle clairvoyance et quelle conscience historique, vous ne trouvez pas? Et oui, les Arabes du 7e siècle de notre ère avaient encore une conscience très claire des enjeux sociaux de la révolution néolithique, tout comme la tribu des chasseurs-cueilleurs africains des Hadza, ou comme les Indiens du fleuve Klamath en Californie, ou comme les habitants de Çatalhöyük en Turquie. Peut-être parce que le désert d'Arabie, région évidemment très peu fertile, vécut plutôt la révolution néolithique de l'extérieur, contrairement à la région du Levant, qui couvre aujourd'hui Israël, la Palestine, le Liban et la Syrie, qui fut le berceau de l'agriculture au Proche-Orient. Ça m'étonne d'ailleurs qu'aucun anthropologue n'ait fait le rapprochement entre, d'une part, l'opposition entre l'Ancien Testament et le Coran sur cette question du stockage, et d'autre part, l'opposition entre ces deux cultures indiennes d'Amérique dont je vous parlais il y a quelques instants. Entre, d'une part, une culture du gras, celle de la terre fertile d'Israël et du saumon dans le nord-ouest américain, et d'autre part, une culture du maigre, beaucoup plus égalitaire et refusant le stockage et l'accumulation, comme en Californie ou dans le désert d'Arabie. Mais on parlera bientôt des limites de l'anthropologie moderne. Encore un peu trop d'anthropologie juive à votre goût? Décidément, vous ne me rendez pas la vie facile. Mais je crois que j'ai compris. Toutes ces références sont peut-être un peu trop orientales, et vous voulez qu'on retourne à la civilisation occidentale à l'origine de notre droit moderne, la Rome antique. C'est ça, non? Pas de problème. Mais avant, revenons un court instant sur ce passage de l'Exode que je vous citais il y a quelques instants sur la manne. Car je ne vous ai pas tout dit. Les Hébreux, en fait, stockaient bien la manne, mais pas tous les jours. Uniquement le vendredi, lorsqu'ils recevaient une double ration qui devait aussi durer le samedi, le Shabbat, le 7e jour de la création. De sorte qu'on peut dire que le 7e jour est aussi en quelque sorte le jour du stockage, ou plutôt du déstockage. En hébreu, le mot qui signifie le chiffre 7, le mot qui signifie la semaine, le mot qui signifie la satiété, le mot qui signifie le serment, proviennent tous de la même racine, shava'a, d'où provient aussi le nom de Shavuot. Et l'on retrouve donc au cœur de la langue même ce rapprochement entre Shavuot d'une part
et les deux grandes inventions de la révolution néolithique que furent l'agriculture avec la satiété et la loi avec le serment. Mais revenons à présent à la Rome antique. Savez-vous d'où vient justement le mot samedi? Allez, je vous donne un indice. Samedi en anglais, c'est Saturday. Oui, samedi, c'est le jour de Saturne, le dieu romain qui, d'après l'Énéide de Virgile, apporta aux hommes la civilisation sous la forme de l'agriculture et de la loi, et que les Romains assimilaient au dieu des Juifs, et plus généralement au dieu des peuples du Levant, en souvenir de l'origine orientale de la révolution néolithique en Europe. Cette symbolique rattachant Saturne à la révolution néolithique, on la retrouve aussi dans le fait que le trésor public de Rome n'était pas stocké au temple de Jupiter, mais au temple de Saturne. Saturne, c'est le dieu du stockage, ce fameux stockage à l'origine de la révolution néolithique. Ça n'est pas tout. Pendant les Saturnales, la fête de Saturne qui avait lieu en décembre, on s'échangeait des cadeaux et on se donnait de somptueux repas. Certains y avaient en là l'origine de nos fêtes de Noël et du jour de l'an. Mais surtout, on décorait les maisons de plantes vertes, du gui, du houx, du lierre, en référence à l'origine agricole de cette fête, et toutes les distinctions sociales, maîtres, esclaves, riches, pauvres, étaient abolies en souvenir de cet âge archaïque où, avant l'agriculture, comme le dit la sourate Yunus dans le Coran, tous les hommes étaient unis au sein d'une même culture égalitaire. En fait, Saturne incarnait parfaitement cette dialectique, cette tension, cette alternance entre cette civilisation néolithique qui naissait et cette culture paléolithique archaïque que les hommes oubliaient peu à peu. Et voilà comment on passe de Shavuot à Saturne, de la Pentecôte au Saturnal pour revenir à Noël. Étonnant pour de l'anthropologie juive, vous ne trouvez pas? Ça va, vous êtes toujours là. Ne vous inquiétez pas, mon objectif n'est ni de vous convertir au judaïsme, ni au christianisme, ni à l'islam, ni même au mystère de Saturne, mais simplement de vous faire prendre conscience à quel point la problématique de la coopération est au cœur du langage et des rituels, y compris, voire surtout, dans le monde de l'entreprise. Et pour revenir à notre sujet du jour, derrière cette explosion de la complexité se cache en fait une aspiration collective à plus de simplicité, aspiration universelle et plurimillénaire que tous les mythes nous ont transmis sous la forme d'un souvenir d'une simplicité que l'humanité a perdue. Et oui, votre entreprise doit tout mettre en œuvre pour simplifier, simplifier et encore simplifier le fonctionnement de son organisation, en particulier dans la façon dont elle interagit avec ses partenaires et son écosystème. Concrètement, cela signifie être capable de déployer beaucoup plus rapidement, quitte à s'en débarrasser tout aussi rapidement, toutes les solutions permettant de faciliter la vie à vos collaborateurs, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de votre organisation. Mais tout comme la révolution néolithique fut d'abord une révolution culturelle avant d'être économique, ce qui limite aujourd'hui la capacité de votre entreprise à se transformer, c'est d'abord sa culture, son état d'esprit, son mindset, comme disent les Américains. Je vous en ai d'ailleurs largement parlé en 2020 dans mes vidéos sur l'inertie, la bureaucratisation et la démotivation. Voilà pourquoi, comme d'habitude, ma première recommandation est d'abord de s'attaquer à cet état d'esprit, aussi difficile que cela puisse paraître. Rassurez-vous, il ne s'agit ni de devenir youtubeur, ni de faire des vidéos sur le Coran, la Torah ou les évangiles. Il vous suffit simplement de partager cette vidéo. L'autre leçon de ce rapide tour d'horizon de la révolution néolithique, c'est que si nous y avons gagné en confort matériel, nous avons aussi perdu ce qui avait fait de nous des hommes au paléolithique. La mobilité, l'autonomie et probablement aussi un certain humanisme au risque de choquer les historiens parmi vous. Eh bien, de la même manière, votre système de gestion actuel a été conçu pour protéger le capital de votre entreprise, qui est un peu l'analogue de ces fameux stocks à l'origine de la révolution néolithique. Mais cette architecture centralisée est aussi la cause de sa difficulté à gérer les flux de valeur et les relations contractuelles, difficulté qui est aujourd'hui le principal frein au développement des grandes organisations. Voilà pourquoi, à côté de ce système de gestion centralisé, il est temps que vous essayiez une nouvelle approche, celle d'un système de gestion décentralisé, conçu pour la coopération et couplant finement pour chaque collaboration ses aspects budgétaires et financiers, ce qu'on pourrait appeler la récolte, et ses aspects juridiques qu'on pourrait appeler la loi. Ça vous fait peur? C'est normal. On a toujours peur face à l'inconnu, mais on se rend souvent compte petit à petit que ce n'était pas si monstrueux que ça en avait l'air. C'est d'ailleurs parce que ce changement majeur ne peut se faire sans accompagnement que j'ai créé Weova,
afin de permettre à chacun de vos collaborateurs et chacun de leurs partenaires d'accéder à des relations beaucoup plus naturelles et fluides, tout comme elles l'étaient avant que le néolithique ne complique tout. Alors je suis sûr que cette vidéo aura fait écho à des situations et des problématiques que vous rencontrez dans votre entreprise au quotidien. Au-delà du plaisir de partager avec vous cette découverte anthropologique que je considère majeure, mon principal objectif est de pouvoir contribuer, à la mesure de mes moyens, à transformer votre entreprise pour la rendre plus rapide, plus agile, plus ouverte. Pour cela, c'est simple, il vous suffit de me contacter sur LinkedIn en cliquant sur le lien ci-dessous et nous conviendrons ensemble d'un créneau de 30 minutes durant lequel j'identifierai avec vous les principaux leviers qui vous permettront d'avancer rapidement et concrètement dans cette voie. Mais n'attendez pas, n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. À très vite.